Mephisto Red! Hey, j'étais pas prêt. Mephisto Red! Watchstone Glow! Ouais! Je pense que j'ai mis le bon chandail en plus. Ça fait, Bon. Ben, d'ici, ça fait Deadguard Green, mais bon. Bienvenue au Balado Soirée Peinture, épisode 107, si je me trompe. Merci à l'Abysse et à commanditaire du podcast. Bon, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui ne sont pas en train de nous regarder sur YouTube, vous n'avez aucune idée du fait que j'ai un chandail vert d'Edgar Green, sauf si c'était de ce que David vient de dire, fait qu'il vient de vendre la mèche. Simon, non. Je t'entends réfléchir en ce moment. Ah, Kevin porte un chandail d'Edgar Green. Non. Non, il y a des limites. C'est des traîtres. Je pense pas que j'ai dit au dernier épisode à quel point est-ce que vous m'avez manqué pendant que j'étais en voyage de noces. J'ai réécouté l'épisode puis je me suis dit, j'écoute pas toujours les épisodes en retour, mais là on a fait 2 gros épisodes. Puis je me suis dit, je pense que je leur ai pas dit à quel point est-ce qu'il me manquait. J'ai dit à quel point est-ce que c'était facile de se rouiller puis d'oublier comment est-ce qu'on faisait ça. J'ai disparu durant un mois. Mais ça m'a vraiment manqué de pouvoir parler avec nos auditeurs et nos auditrices. Puis avec toi, David. Oui. Puis, cette introduction-là n'est pas un peu hasard. Ouais, je sais, là, tu pensais que c'était juste un compliment de même. Là. Mais bonne fête, David. Ah, merci! Quand on a enregistré les autres épisodes, je savais pas que ta fête s'en venait, fait que j'ai pas pu te le souhaiter. Fait que j'invite tous les auditeurs et les auditrices à écrire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, un beau petit hashtag Bonne fête David. Ah! Oh non, attends! Hashtag Bonne fête David qui nous éduque. C'est un gros hashtag, ça. Hein? Un gros hashtag pour quelqu'un qui en mérite gros. Oh! Hein? Puis là, aujourd'hui, vous aurez compris peut-être à l'oreille ou à la vue qu'il y a seulement moi et David qui est là aujourd'hui. On n'a pas d'invité spécial. On a eu Eric dans les 2 dernières semaines. C'était vraiment cool. Allô, Eric. Allô, Eric. Puis, Phil est en voyage pour la job ou pour le personnel. C'est comme pas clair encore, mais en tout cas, il est en voyage. Fait que on ne pouvait pas l'avoir avec nous aujourd'hui. Fait que ça va être moi et David qui va vous animer ça. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Bon, la vérité, c'est que à chaque fois... il y a quelqu'un qui s'en va, je le remplace par une IA, ça prend le temps de le programmer, puis de le mettre en place. Fait que Kevin, c'est l'IA Kevin. Là, je suis en train de préparer l'IA Phil. Quand les gens disent que l'intelligence artificielle va voler leur job, on est littéralement en train de se faire voler notre job bénévole d'animer un podcast. C'est loin, là. On va avoir un épisode comme d'habitude aujourd'hui. On a un beau sujet principal. J'ai vraiment hâte qu'on arrive dedans. Je suggère qu'on commence par le tour de table. Ça va probablement être plus rapide vu qu'il y a juste toi et moi cette fois-ci. Mais ça dépend de la quantité de projets qu'on a eu dernièrement. Oui. On verra. Est-ce que tu veux commencer? Je peux bien. Okay. Je suis encore dans mes Thousand Suns. J'ai monté ce qui me restait à monter pour avoir mon 1000 points de prêt. Puis je les ai tout de suite mis sur le primer noir. OK. J'aime mieux jouer en général tout peint. Là, j'y arriverai pas, mais je me dis au minimum, si y a le primer noir, c'est mieux que gris. Parce que, juste pour être certain, parce que moi, j'étais habitué de voir tes Thousand Suns en genre Red Candy, là. Oui. Là, tu primes en noir, puis après ça, tu fais du silver? Doré. Doré. Dwarven Gold de scale. OK, fait que là, tu fais noir primer can ou airbrush? Aérographe, ouais, en airbrush. OK. Fait que airbrush primer noir. Ensuite, airbrush Dwarven Gold. Ouais, c'est ça. Puis Dwarven Gold, j'imagine qu'il est proche de Liberator Gold dans Age of Sigmar. Il doit être comme sur le base du silver. C'est de base, Rétributeur Armor. OK, il est proche de Rétributeur Armor? Ouais, je l'ai choisi parce qu'il était proche de Rétributeur Armor. OK. Fait comme ça, tes trims sont déjà faites? C'est ça. Je l'avais acheté pour mes Black Legion. Ah, ben oui. J'étais mes Black Legion au Dwarven Gold. Je faisais toutes mes étapes de trim, puis après ça, j'allais mettre mon noir dans les trous. Tu vois, ça c'est vraiment bon que tu le dises. Pour tous ceux et celles qui font des armées avec des trims, là, je sais qu'il y a comme un age-long debate en ligne. Là, le débat est éternel sur est-ce qu'on devrait faire les trims après avoir fait la couche de base sur les plaques d'armure. La réponse est très simple. Les trims, c'est ce qui prend le plus de temps
c'est ce qui fait que tu vas te dépasser. Mm. Fait que tu fais tes trims en premier, puis tu remplis l'espace après. Ça vient du gars qui a peint beaucoup trop d'armées de Chaos Space Marine pour un magasin. Ça vient du gars qui a peint un Gilliman au complet, puis qui peint en masse de bonhommes avec des trims. Fait que, après ça, vous faites ce que vous voulez. Mais David est une bonne preuve de ça marche pour les Chaos Space Marine, ça marche pour les Thousand Suns, ça marche pour 30K. Trim d'abord, remplir ensuite. Et comment il s'appelle Varangard aussi. Ah, les Varangard. Ouais. Quand on va être rendu à mon tour de table, je te parlerai des Varangard. Oh, ok. Fait que, à part de ça, Fait que primer noir. Puis le primer noir, là tu m'as demandé si je le faisais à Cacane ou à l'aérographe. Ouais. J'ai eu un aérographe à un moment donné, puis je suis passé au primer à l'aérographe parce que je pouvais le faire, parce que la canne, ça laisse une odeur puis tout ça, il fallait que je le fasse dehors. L'aérographe, j'ai un petit boot qui envoie l'air ailleurs, fait que c'est plus facile de le faire en dedans. Mais c'est aussi que j'aimais pas ça quand je peins, voir des cracks en gris. Fait que j'en mets vraiment pour que toutes les cracks soient noirs, puis c'est plus facile pour moi après ça de peindre là-dessus. Fait qu'à la canne, ça me. Ben, la canne, c'est que ça te coûte cher de peinture pour vraiment faire ça. Là, j'ai plus ce problème-là. C'est vrai. La raison. Puis, tu sais, après ça, je mets mon doré par-dessus, mais tu sais, mes cracks sont noirs, tout est fond et noir. Fait que. Ouais, puis tu as un meilleur contrôle sur l'humidité aussi. Là. Même si c'est pas le panneau. Moi, j'ai un garage, puis je le fais dans mon garage. Mais c'est fait, tu sais, mettons, dans les derniers jours, là, au moment où on enregistre, on a eu plusieurs jours de pluie un après l'autre. Là. Ouais. Ben, primer à cette quantité d'humidité-là, même dans mon garage, pour vrai, c'est un peu fatigant. Là. Je me serais pas. Primer du noir, correct. Primer du blanc, je me serais pas tenté. Ah ouais. Puis j'ai failli, là. Puis je me suis dit, tu sais, non, ça peut attendre un autre jour. Fait que le airbrush doit beaucoup t'aider là-dessus aussi, là. Même en dehors de l'hiver. Oui, vraiment. Ben, oui, je peux primer à l'année longue maintenant. Fait que c'est plus. C'est ça. Ça fait du bien. Fait que là, tu préparais ton 1000 points pour notre game. Préparer notre point. Campagne de Prospero. C'est ça. Du 1er juillet. Tout est monté. Tout est au minimum sur le noir. Fait que là, j'essaie de finir mon héros, qui est le Librarian Thousand Sun, la nouvelle figurine. J'ai décapé mon genou, comme j'avais dit que je ferais dans le dernier épisode. J'ai décidé de faire le genou? Ouais. Puis là, je me suis rendu compte en le défaisant que il y avait une partie du relief et dans la résine, en fait. La résine n'est pas... Au niveau de ce genou-là, il y a des bosses dedans. Je sais pas pourquoi. Fait que tu limes un peu? Ben là, rendu là, ça devenait compliqué de limer le genou sans toucher à la job de peinture autour. Fait que je l'ai refait. C'est vraiment mieux que c'était. Je pense pas que vous allez le voir, mais... C'est mieux que c'était, mais c'est pas parfait à ton goût. Ouais, on le voit pas super... Ah, on le voit bien, là. On le voit mieux. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, mais qui ne nous voient pas, en ce moment, on peut voir que David, sur son genou, il y avait comme une crevasse avec du foncé dedans pour faire comme une rune. Ouais. Pour faire un symbole. Puis, dans le fond, ce que tu nous disais aux autres épisodes, c'était qu'il y avait comme des bosses à cause de la peinture qui avait été mise. C'est ça. Puis, je pense que le symbole, la crevasse, vu que je n'avais pas rien mis dessus, parce qu'au début, je savais pas quelle couleur il était. Il s'était rempli avec le noir, le doré, puis le clear. Ouais. Fait que c'est comme des étapes par-dessus des étapes par-dessus. Fait que c'était moins prononcé. C'était moins prononcé. Fait que là, en enlevant tout avec de l'alcool, ça m'a permis d'avoir un symbole qui est plus visible. Fait que ça, c'est bon. Mais je m'en allais dire que je le trouvais plus visible, justement. Ouais. Mais là, tu vois, en faisant ça, entre autres, puis j'avais fait ma cape en même temps, j'avais décollé mon modèle de sa base. Ah. Et je le tenais par la cape, tout ça, puis mes doigts ont fini par décaper les bords de la cape, puis des parties de la cape. Ouais. Là, aujourd'hui, je me suis dépêché, j'ai refait des bouts, là, je l'ai recollé sur sa base, mais il va falloir que je le scelle parce que dès que je touche des bouts, ça part. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça quand tu travailles avec un airbrush, c'est d'accepter que les couches de peinture sont beaucoup plus minces. Ah, c'est tout au pinceau, là, la cape. Mais ton primer, il est fait au airbrush. Oui, le primer était fait au airbrush. Ben oui, mais j'avais déjà repassé sur les bouts au pinceau avec le primer. Ah ouais? Fait que je pense que c'est parce que c'est une arête fine qu'à force de frotter avec mon doigt, ça part. Ouais. Oui, parce qu'au bout de la ligne, quand tu jouerais avec ton modèle, je serais moins souvent que quand tu le tiens fermement avec tes doigts et tu frottes. C'est ça. Quand tu bouges le modèle, tu frottes pas. Là. Ouais, mais je vais quand même mettre une ou deux couches de vernis. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Fait que c'est pas mal ça. Pas mal ça.
Je vais aller dans la même veine que toi d'abord. Moi, j'ai fini d'assembler mes Valetaris Storm. On voit, ma caméra a toujours de la misère avec les zoom in, zoom out. Là. Mais bon, Ça, c'est l'élite des Solar Auxilia, c'est ça? L'élite des Solar Auxilia avec des haches à deux mains. J'ai assemblé les 10, c'est fait. J'ai même peint le champion de l'unité. Fait que je me suis dit que c'est ça que j'aurais le temps de faire. Je peux pas peindre les 10, mais j'ai le temps de peindre au moins le champion de l'unité. Fait que s'il y a un challenge lancé par un Space Wolf ou un Custodes, je vais pouvoir répondre avec plaisir. Je suis en train d'assembler pendant des petites pauses au travail, là, c'est rare, là, mais sur les heures de dîner, des fois, j'ai comme un petit 20 minutes qui me reste quand je rencontre pas trop d'étudiants ou whatever. Fait que j'assemble à temps perdu un peu ma unit de 10 avec les Volkites. Parce que là, pour la game de 1000 points, dans le fond, j'ai fini d'assembler un tank, j'ai presque fini de le peindre. C'est un Lemon Rust avec un Plasma Cannon, Plasma Incinerator, Plasma quelque chose. En tout cas, Lemon Rust avec un gros canon plasma. OK. Que je trouvais cool. Après ça, demande-moi pas les règles. J'approche ça de la même façon que j'approche toute la reste. Tant que c'est cool, c'est correct. Fait que j'ai testé. Je savais pas par quelle couleur que je m'alignais. Là, je l'ai pas à côté de moi. Fait que ça va être. Vous pouvez aller voir dans le mardi PEC quand l'épisode va sortir de une semaine ou deux. En tout cas, si vous allez sur le groupe, vous allez voir une photo là, de quand je vais l'avoir fini. Fait que je suis allé pour un bronze pour le tank au complet. J'étais vraiment pas certain parce que comme mes Solar Auxilia, c'est les Agathon Cohort. On se rappelle que le 2 épisodes, genre, on n'était pas trop certain c'était quoi le nom. C'est Agathon Cohort. Et eux, ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils s'inspirent vraiment de villes, héros ou noms de légendes, comme des histoires de légendes, de l'histoire antique de l'humanité. Et quand tu regardes les exemples de bannières, c'est tous des noms comme Herculean, Athenian. Fait qu'ils vont vraiment chercher des noms de Athènes puis de Grèce antique. Fait que ça fit dans ce que moi je voulais. Puis ils ont des symboles que c'est une tête de Minotaure ou que c'est une tête avec une crête comme les Athéniens ou les Spartiates. Fait que là, c'est dans leur décale. Fait que j'étais comme, bon, j'ai tout, c'est ça que je voulais. Mais là, j'étais comme, leur couleur principale, c'est bronze. Après ça, c'est du vert. Le tank, je ne vais pas le mettre vert au complet avec un peu de bronze. Je pourrais, mais je ne trouve pas ça super beau. Je me suis dit, j'ai le feeling que ça pourrait être lettre, mais ça pourrait être possiblement peut-être intéressant et beau si je le mets bronze. Okay. Fait que je me suis dit, why not coconut, je le fais. Fait que je l'ai primé en doré, j'ai fait mes base coats de bronze. Puis plus que je travaillais dessus, plus que j'étais comme, non, mais ça marche. Étrangement, il y a quelque chose qui m'accroche, il y a quelque chose qui marche dedans. Je vais pouvoir faire un petit peu de weathering avec des éponges. Je suis venu mettre du tape sur les côtés pour pouvoir faire des lignes vertes sur le côté du tank pour casser un peu le bronze. Puis mon verre n'est pas égal parce que le tape, je ne l'ai pas mis de façon égale. Puis j'étais comme, mais c'est logique. Comme, il n'y a pas de raison pour laquelle est-ce que cette peinture-là serait drette. Comme, si je pourrais mettre du weathering, si je pourrais mettre des affaires, puis qu'à quelque part, tu veux leur peindre vite pendant que tu es à la guerre dans le Eucérésie, là. Pas le temps que ça soit bien drette, là. Ben, je pense que je me demande si on n'a pas parlé dans un épisode avec Phil, mais dans un exemple historique concret, c'est que les peintures de tanks pendant la Deuxième Guerre mondiale, des fois, ils étaient faites avec les moyens du bord. Ils peinturaient par-dessus, mais aussi, quand il fallait qu'ils changent le pattern parce que c'était l'été, parce qu'ils étaient dans le désert, parce qu'ils étaient sur le front de l'Est, des fois, il y avait pas il y avait des aérographes, eux autres aussi, mais des fois, ils l'avaient pas. Fait que c'était à mop ou au tissu. Ah ouais! Fait que t'as des reliefs, c'est pas beau, genre. Ben oui. Mais, donc, que ça dépasse ou que ce soit pas super bien peint, ben oui, comme tu dis, c'est pendant les aléas de la guerre, au moment où il a fallu qu'ils refassent leur pattern, ben, il y avait les moyens du bord, puis c'est ça qui est arrivé. Puis j'ai essayé de représenter ça le plus possible avec... dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un vieux Artificer Brush de Games Workshop que j'avais acheté il y a vraiment longtemps quand je travaillais là-bas. Puis que j'ai utilisé, tu sais, puis il était encore scellé. Il vient comme dans une espèce de tube en plastique. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une éponge de foam, là, de whatever, là, de movement tree, whatever, là, ce que t'as qui traîne là, d'éponge.
Puis c'est une mousse, excuse-moi, pas une éponge, une mousse. Puis je l'ai mis au bout du tube. Puis comme le tube il est plus gros, ben je peux mettre un plus grosse éponge au bout. Okay. Fait que là, j'ai pu me permettre de prendre le bronze que j'utilisais en base coat, puis de l'éponger en stippling sur mon verre. Mm-hmm. Fait que comme ça, je peux faire un peu de chipping avec. Puis comme ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu prendre un pinceau pour venir comme compléter, mettons, des plus grandes scratchs sur certains de ces chippings-là. Puis ça, je suis venu prendre du Black Templar pour venir faire une petite ligne noire en plein milieu de la scratch. Ouais. Pour pouvoir... C'est pas grand-chose, là. Mais comme je risque d'avoir 18 tanks à faire, je voulais quelque chose de relativement simple. Oui. Fait que j'ai peint ça. Je suis quand même content. J'ai fini la squad de 10 Riflemen. J'avais besoin d'un petit palette cleanser. Fait que j'ai assemblé aussi un peu du Age of Sigmar. J'ai assemblé Abraxas, la leader des Varangard dans le nouveau livre des Dawnbringers. En réalité, la finale de la série des livres des Dawnbringers. Comme on arrive à la série 4.0, on arrive à l'édition 4.0 d'Age of Sigmar, ben, on a vu la fin de la série des Dawnbringer Crusade. Puis, j'ai failli commencer à assembler les Varangard qu'il y avait dans la boîte, parce que la boîte d'Abraxas, c'est elle plus 3 Varangard. Fait que j'étais comme, je peux assembler ça. Pour ça, je me suis dit, non. J'en ai déjà 6 d'assemblés. J'en ai un autre 6 qui dort dans une boîte. Là, à un moment donné, ça devient juste too much. Puis, on se rappelle tous le trauma que j'ai à avoir peint des Varangard. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais commencer par peindre les 6 que j'ai déjà sur la tablette, là. Ça devrait être quand même pas pire en masse. Puis je me suis dit qu'à un moment donné, il faudrait qu'on s'organise, toi puis moi, un après-midi de on peint des Varangard. Ah, pourrait, ouais. C'est juste ça. C'est pas genre, hey, on fait un hobby hangout. Non, hobby hangout Varangard. C'est juste ça qu'on fait. That's it. Rien d'autre. Fait que je me trouvais drôle, j'étais comme je vais inviter David à une date de Varangard. C'est ça qu'on va faire. Parce que toi aussi, t'en as beaucoup, là. Oui. J'en ai 3 de pain. J'ai 2 boîtes pas montées. Puis j'ai la boîte de Braxis, fait que 3 autres là. Fait qu'on est à la même place que tout le monde. 9-12, ouais. Fait qu'on est à la même place, fait que ça va nous prendre toute la motivation du monde pour pouvoir le faire. Puis, je pense que c'est pas mal ça dans mon hobby. J'ai une dernière petite surprise pour vous autres. Oh! Ouais. Dernièrement, pendant que j'étais en voyage, j'avais le goût de lire des trucs, j'avais le goût de faire des affaires, puis j'écoutais des podcasts, puis j'écoutais plein d'affaires. Puis là, j'écoutais un des épisodes que vous avez fait où est-ce que vous parliez de... Si je me rappelle bien, c'est une nouvelle édition, nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Puis je pense que j'ai peut-être mentionné là, le 2 épisodes, mais vous aviez donné comme exemple Frostgrave fait une 2e édition, mais en même temps, c'est plus qu'un petit update des règles, mais le jeu en lui-même reste exactement le même. Oui. Puis ça m'a donné envie de révisiter un peu mon Frostgrave, parce que Frostgrave, pour ceux qui aiment Warcry, je vais vous donner un exemple, là. Pour ceux qui aiment Warcry, un jeu rapide, un jeu avec peu de modèles sur la table, skirmish, où est-ce qu'il y a une évolution, on a des level up, on ramasse des objets, on fait des quêtes, ce genre d'affaires-là. Ben, Frostgrave est bâti selon le même principe aussi. Mais on peut rajouter à ça l'étape role-playing game de Donjon Dragon, genre. Parce qu'il faut que tu engages des bandits qui peuvent level up, des chevaliers, des barbares, des voleurs. Puis tu fais des quêtes qui sont des quêtes thématiques. Enfin, mettons le tombeau du nécromancien, mettons. Ouais. La quête, c'est le tombeau du nécromancien. Toi et l'autre personne avec qui tu joues, ou toi tout seul, parce que tu pourrais jouer à Frostgrave en solo aussi, ça se peut. Ça, c'est la beauté de Frostgrave, effectivement. Là, en réfléchissant à tout ça, j'étais genre, ça pourrait être cool, on avait aimé ça, on en avait parlé pendant la pandémie, on avait trouvé ça cool. Fait que, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai commandé mon livre de Frostgrave. Je l'ai reçu au moment où je revenais de mon voyage de noces. Fait que vous pouvez voir avec le post-it qui est là que j'ai commencé à lire pour me remettre dans le bain. Et ben, j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un livre de campagne pour pouvoir le faire avec vous autres, pour faire comme une campagne en soi. Puis là, ben, à force de les lire et d'en parler, ben, ma blonde, elle a fait, c'est quoi ça? Puis là, j'ai expliqué. Puis là, sa réponse a été, ben écoute, ça a l'air de ressembler à Donjon Dragon, ça pourrait m'intéresser. Oh! Fac, on a sorti sa team de gnomes de Blood Bowl que j'avais... Ouais, j'avais acheté une team de gnomes de Blood Bowl.
Ouais, mais t'as dit sa team de Gnome de C'est sa team de Gnome de Ah, ok. C'est pas la mienne, c'est la sienne. Wow, ok. Je vais la peindre, là. Mais c'est la sienne. Puis l'objectif, ça serait de peut-être faire une warband de Frostgrave avec les gnomes. Et comme les gnomes viennent avec des animaux, puis que dans Frostgrave, tu peux avoir des animaux, ben, on pourrait prendre les stats du Hound, mettons, qui est là pour pouvoir être avec le brigand. Ben, ça pourrait être l'oiseau sauvage, mettons. Je donne des idées, là. Fait qu'on va peut-être essayer de jouer à ça la fin de semaine prochaine. On va peut-être se lancer, on va peut-être essayer ça. Puis, l'auteur de Frostgrave, qui est Joseph A. McCullough. McCullough? Je suis pas trop sûr que je l'ai dit comme il faut. Je m'excuse, Joseph. Mais il a aussi sorti un nouveau jeu qui s'appelle Death Ship One. Et là, vous pouvez voir sur l'image, on a un soldat napoléonien, un samouraï et un genre de garde futuriste avec un las pistol, genre. C'est volontaire. Moi, c'est ça qui m'a accroché, là. L'idée de ce jeu-là, vous pouvez voir, c'est petit, là. Ça, c'est le rulebook, là. Okay? C'est vraiment tout petit. Le but du jeu, comme tous les jeux que Joseph fait, c'est des jeux agnostiques. Fait que ça veut dire que tu peux utiliser n'importe quel modèle. David et Phil vous en ont déjà parlé, là, fait que je vais passer vite, là. Mais l'idée, c'est que vous pouvez utiliser les modèles que vous voulez, de la gamme que vous voulez, pour pouvoir représenter ce que c'est censé représenter. Fait que le barbare pourrait être autant le barbare de Hero Quest, que ça pourrait être un barbare de Donjon Dragon dans la gamme de figurines, des miniatures, que ça pourrait être un barbare de saga en kilt écossais, que ça pourrait être un barbare des Dark Oath, de Age of Sigmar. C'est pas grave. Vous le représentez comme que vous le voulez. Dans Death Ship One, le but, c'est de ramener tout ça ensemble. Fait que tu veux-tu un barbare avec un Jedi, avec un soldat napoléonien puis un Ninja Turtle? Ben, tu joues à Death Ship One. Et je trouvais la prémisse tellement cool, vu le fait que dans notre groupe, avec David, avec moi, avec Phil, avec Seb, avec Simon, avec Alexandre Guldry, avec tous les gens qu'on a dans le podcast, puis plein d'entre vous là, qui vous nous écoutez, on a plein de gammes de modèles complètement différentes les unes des autres. On a tous des intérêts différents. Il y en a que ce serait du Bolt Action, il y en a que ce serait du Saga, il y en a que ce serait du Warhammer Old World, il y en a que ce serait de l'Horus Heresy, name it. Ben, tout ça pourrait être utilisé là-dedans. Puis, pour vous donner un petit peu le feel de c'est quoi Death Ship One, j'ai comme envie de vous lire le premier petit paragraphe de la prémisse qui est en arrière du livre. Ça vous donne une idée de c'est quoi le but du jeu. Ça t'entend-tu, David? Go! OK. Welcome to Death Ship One. Better listen up, because the truth is, you probably won't live long. You see, you've been brought here to die. I don't know why. Maybe it's a test or an experiment to measure the capability of warriors from your planet. Maybe it's just entertainment, like a circus or a game show. Or maybe this is punishment, a personal purgatory for your sins. Now, I don't mean to bring you down. I just don't want to fill you with any false hopes either. Puis en gros, les autres petits paragraphes racontent que c'est une espèce de porte-monstre trésor. Style Donjon Dragon, porte-monstre trésor. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est il y a 5 salles et le but, c'est de survivre à ces 5 salles-là dans ta petite warband. Et chaque salle est un peu random et a des choses qui veulent te tuer. Ça peut être des créatures, ça peut être des pièges, ça peut être les murs eux-mêmes, ça peut être une warband ennemie, peu importe. Tout est possible. Fait que le but, c'est juste de pouvoir prendre tes modèles, les mettre ensemble, puis raconter une histoire dans qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis il te donne plein de suggestions de monstres, de bébites, de plein d'affaires différentes que tu pourrais utiliser. Puis après ça, tu peux t'inspirer des modèles que tu as dans ta collection pour pouvoir le faire. Fait que j'aurais bien envie qu'on essaye ça à un moment donné. Puis qu'on puisse se laisser aller entre nous autres avec genre, qu'est-ce qui fait le plus moins de sens possible? Moi, c'est comme ça que je le vois. Après ça, on pourrait faire quelque chose de vraiment cool, parce qu'il y a aussi moyen de pouvoir prendre ça puis juste faire genre, on se fait une gang de Space Marine dans le Horizon Eventum. Puis c'est juste ça qu'on fait. Il y a moyen de pouvoir faire ça aussi, c'est correct. T'es pas obligé d'aller dans l'angle de on mélange toutes les époques avec toutes les gammes de modèles. T'es pas obligé d'aller là.
ça pourrait être une genre de kill team dans un vaisseau qui doivent survivre à 5 salles. Tu veux raconter l'histoire d'un vaisseau Dark Eldar qui était allé kidnapper des otages. Mais ça fait partie du genre d'affaires que les Dark Eldar font dans le lore. Ben, ça, tu peux le représenter avec ça. Fait que voilà, c'était mon tour de table. Mais ouais, fait que je sais que Phil est embarqué là-dedans aussi. On avait déjà parlé, tout moi, David. Fait que je suis sûr qu'on pourrait peut-être se faire là, un moment, là, je sais pas, à l'abysse, là, pour pouvoir dire genre, on joue à Deadship One. Essayer tout ça, ben oui. Puis on a nos boîtes de. Comment ça s'appelle déjà? Boarding Action? Oui. Fait qu'on peut s'en servir pour pouvoir faire l'intérieur d'un vaisseau. Fait que tu fais les 5 salles. Puis les salles sont random. Fait qu'on verra ce que ça va donner. Là. J'ai pas eu le temps de toutes les lire encore. Mais je suis arrivé de la job, je l'ai vu, puis j'étais comme, OK, j'en parle à l'épisode d'un soir, c'est sûr. Ouais, ben là, Boarding Action, si. Quand on rentre dedans, il faut faire la salle on the spot. Là. On prend du temps pour clipper toutes les affaires ensemble. Oui, mais heureusement, on les a toutes faites à Dremel, David. Fait qu'ils sont plus faciles que qu'est-ce qu'on peut penser. Fait que ouais, c'était un pas pire, une pas pire semaine de hobby, je dirais, là, dans la dernière semaine. Là, je commence à trouver mon rythme depuis que je reviens de vacances. C'était vraiment pas évident. Puis avec le nouveau chiot, je sais pas si j'en avais parlé dans le dernier épisode, mais on a un nouveau chien à la maison. Fait qu'elle a genre 11 semaines maintenant. Fait qu'on est encore dans l'éducation de on peut pas mordre les murs, on peut pas mordre l'humain, on peut pas crier tout le temps. Faut aller dehors pour faire les besoins. Ça demande beaucoup plus de mon attention, fait que j'ai moins de temps de hobby que ce que j'aurais habituellement. Fait que j'essaie de le maximiser. Fait que quand elle fait des siestes, c'est là que je sors mon stock de hobby. Fait que là, je sors mon sac de Monument Hobbies que j'étais censé amener en voyage de noces. Puis là, je le sors sur la table de cuisine, puis là, je peins durant comme une demi-heure qu'elle ronfle. Puis là, j'essaie d'être efficace le plus possible pendant une demi-heure. Puis après ça, elle est réveillée, trop tard, je peux plus rien faire. Ben oui. C'est comme si j'avais un bébé, ou presque. Oui, presque. Ben oui. Fait que voilà. T'entends parler, des fois, je me dis que c'était plus simple avec le bébé. Et, OK, là, tu vas rire. Là, les auditeurs, les auditrices vont dire, c'est quoi cet épisode-là? Là, ils parlent de bébé et de chien. Mais tout le monde autour de moi, là, à job, tout le monde me dit, la première fois, « Hey, j'ai entendu parler que tu avais un nouveau chiot. Peux-tu me montrer des photos? » Je montre les photos. Puis, comment ça se passe? Puis, je fais, ça va super bien. C'est pas évident. On apprend la propreté, la discipline, la structure. On est en train de l'entraîner. Là, tu sais, tu traînes va loin. On travaille fort. Ah ouais, OK. Mais là, la deuxième fois qu'ils me voient, ils ont déjà vu les photos. Ils savent déjà que c'est un bébé chien. Ils savent déjà que c'est une adaptation. Qu'est-ce que tu penses qu'ils me demandent? Puis, ça va-tu mieux, là? Elle fait-tu plus ses nuits? Puis à chaque fois, je fais... C'est comme si j'avais un bébé. C'est comme si on me demandait, puis tu dors-tu plus, là? Est-ce que le bébé fait ses nuits? Fait qu'à chaque fois, je leur dis, genre, ma blonde n'a pas accouché encore. En tout cas, c'est enceinte, je suis pas au courant non plus. Mais en tout cas, si on a un bébé, il fait ses nuits, je l'entends pas. Fait qu'ils font, ben non, ton chien. Puis à chaque fois, je leur dis, hey, pour vrai, j'ai l'impression que vous me parlez d'un bébé. Puis toutes les mères avec qui est-ce que je travaille, toutes, sans exception, me disent, non, Kevin, tu comprends pas. Je pense que c'est plus facile avec un bébé qu'avec ton chien. Ah! Puis c'est comme... Il y a un père qui te l'a dit, là! Oui! Puis il y a toi, puis il y a mon collègue Philippe qui était genre, hey, pour vrai, Kev, juste à dire, là, moi, mon bébé, en dans 1 semaine, je peux dormir. Fait que, juste tu le saches. Toi, t'es rendu à combien de semaines? 3? C'est ça. Fait que, j'ai l'air de me plaindre, là. Je me plains pas pantoute. Mais je trouve ça drôle, le rapport que les gens ont entre le bébé chien puis le bébé humain. Puis que là, moi, je pensais que ce serait plus facile, le bébé chien. J'en ai déjà eu avant, là, mais je pensais que le bébé chien serait peut-être plus facile. Mais on dirait que comme je suis rendu à l'âge d'avoir un bébé, dans la tête des gens, le rapport se fait tout seul. Alors que quand j'ai eu mon bébé chiot à 19 ans à l'époque, personne ne me parlait d'avoir des bébés. Là. Personne me disait, tu vois, si tu avais eu un vrai bébé, un bébé humain, tu dormirais plus aujourd'hui. Personne ne me disait ça à 19 ans. Mais là, aujourd'hui, on dirait qu'à 37, c'est comme, j'ai fait un choix douteux, j'aurais dû choisir l'œuf au lieu de la poule. C'est un peu l'impression qu'on me donne, genre. Ouais, ben oui. Je trouve ça cocasse. Fait qu'est-ce que tu dirais, David, qu'on embarque dans le sujet principal? Go! OK. J'ai fait la suggestion à David parce que souvent, ça sort dans nos conversations. Puis je me suis dit,
pourquoi pas l'avoir devant le public? Pourquoi pas l'avoir devant les auditeurs? C'est quelque chose qui nous arrive souvent d'en jaser, fait que why not? Pourquoi l'Horus Hérésie est autant inspirant pour nous? Pourquoi est-ce que le cadre narratif de l'Horus Hérésie est autant inspirant pour nous dans notre groupe? Qu'est-ce qui fait que ça marche autant pour nous autres? Là, je lance la question at large, puis je pourrais pas y répondre moi-même tout de suite, ça serait un petit peu égocentrique. Fait que David, as-tu une réponse à ça? Ben, je m'essayerais avec la... Hein? Ou une hypothèse. Avec l'hypothèse suivante, je pense qu'on l'a déjà dit dans un épisode, mais au cas où, on parlait souvent entre nous de fictistoire. Mm-hmm. Donc, une histoire fictive, mais une histoire quand même. Où l'hérésie, c'est l'histoire de 40K qui est devenu un jeu après. Ça a commencé à être par des bouts d'histoire dans les livres de 40 000, puis après ça, des romans, puis après ça, ils ont fait un jeu. Ou je sais pas, non, je pense qu'il y a eu les romans avant le jeu, ou en tout cas. Il y a eu un jeu au début, qui était un jeu avec juste les robots rouge-bleu, là. Ah, bah oui, il y a eu, oui. Le Titanicus de l'époque. Ouais. Après ça, on a eu plus de petites bits d'histoire dans des White Dwarfs puis dans des codex. Puis après ça, on a eu les romans, puis après ça, on a eu le jeu. Si mon timeline est bon. Oui. Fait que je pense que ce qui nous aide à nous inspirer, c'est que on a eu le temps de grandir avec ces histoires-là, de les lire, d'être inspiré par ces histoires-là. Puis après ça, dans le jeu, ben, on reproduit ce qui nous a déjà inspiré. Mm-hmm. Ça serait ça mon hypothèse. Fait que c'est un peu comme si le groundwork est déjà fait. C'est un peu comme si le jardin était déjà préparé, genre. Fait qu'on avait juste besoin d'y retourner pour pouvoir aller chercher les légumes qui ont réussi à pousser pendant ce temps-là. Ouais. À la place de se faire un jardin. Ben oui. L'image est peut-être pas la meilleure, là, mais je suis d'accord. Je pense que ça aide. Ben, je pense que j'irais même plus loin. Ça nous a donné le nom du jardin, ça nous a défini c'est quoi un jardin, fait que c'est facile de refaire le jardin après. Je comprends. Puis en fait, j'avais déjà, je pense que ça aussi, j'en avais déjà parlé quand on parle des armes puis des choses comme ça. Souvent, il y a un lien avec la réalité historique. Même les jeux fictifs qu'on joue, toujours inspirés d'une réalité historique. Fait que, tu sais, si quelqu'un dit, ben moi, mon jeu, c'est Splugd, ça se passe dans le monde de Gbugbu. Si t'as pas de référent qui va avec, ça se peut que ce soit le Hobbit? Ben, tu vois, là, t'as pris ce que j'ai dit, t'as trouvé un référent, là, t'as fait un lien. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme ça va être plus facile de connecter à la base, au départ, quand tu vas commencer, hein, avec un fusil laser. Il y a le concept de fusil, le concept de laser. Tu mets ça ensemble, même si il y en a pas qui existent, qui fonctionnent bien. T'es capable de mettre le concept ensemble, qu'avec une arme de tyrannide. Mais le tyrannide, tu vas faire le lien avec Alien, avec XY autres trucs culturels que tu as vu ailleurs. Ouais, parce que faut se rappeler qu'au début, l'Horus Hérésie et 40K étaient grandement inspirés de choses qui existaient déjà dans la culture populaire. Ouais. Que ça soit le style d'horreur que Conrad Kurz utilise quand il attaque les gens, ça feel slasher, un genre de Halloween. Quand tu le vois en train de marcher dans... Je veux pas spoiler personne qui sont en train de lire les romans, wink wink Simon, ou n'importe qui d'autre en ce moment qui nous écoute, mais dans les romans, on peut voir l'inspiration des Primarques dans des choses qui existaient déjà dans notre culture populaire. Conrad Kurz, pour moi, c'est un personnage d'horreur dans la façon dont il chasse. Ça fit comme un slasher movie, en même temps que d'un film de genre assassin ninja qui se cache dans les ombres. Tu as comme un beau mix des deux. Là. Le tueur qui est toujours là quand tu t'y attends pas, tu t'en vires de bord, il est dans ta face. Il marchait lentement en arrière, il devrait jamais t'avoir rattrapé, il est rendu devant toi. Ouais. Tout ça, c'est très film d'horreur des années 90. 80-90. Freddy, excellent exemple aussi, quand Conrad Kurz torture Vulcain dans les romans, mais t'as plein de moments que pour moi, j'avais l'impression de voir Nightmare on Elm Street. Ah, comme si c'était dans un rêve. Comme si c'était dans un rêve, ouais. Parce qu'il est rendu à faire parler des objets, il est rendu à torturer les émotions, il est rendu à y faire mal physiquement, psychologiquement. C'est très Freddy comme genre de torture, parce que ça reste... C'est triste, c'est violent, puis c'est drôle. C'est comme sur une mince ligne. Nightmare on Elm Street,
t'as des meurtres, c'est un film d'horreur, là. Fait que t'as des meurtres qui sont violents, puis tu fais « Oh my God, ok, c'est intense ». Puis après ça, il y a une joke. Puis cette juxtaposition-là, ce paradoxe-là de ces deux images-là fit parce qu'il y a un moment de pause entre les deux où est-ce que tu dis « Ok, c'est quoi la next affaire? » Puis là, il va directement à l'opposé. C'est drôle. Fait que ouais, je pense que tu as raison, effectivement. Il y a comme des parallèles à faire avec ce qui existait déjà dans notre entourage. Alien et Tyrannide sont faciles. Alien, Tyrannide, Dune. Oui, ben oui, on peut pas passer Dune, surtout maintenant avec les 2 nouveaux films qui sont sortis. Là. Puis même à l'époque. Mais puis après ça, je pense que l'hérésie l'amène plus loin. Parce que non seulement ils ont commencé à écrire leur propre histoire, mais là, il y a eu des romans. Une série de romans. Là, nous, on lit ça, ça nous inspire, ça nous donne le goût de le faire. T'sais. Est-ce que, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que comme on a toujours quelque chose à aller consommer dans l'Horus Hérésie, parce que c'est tellement gros, c'est tellement big, mais qu'en même temps, c'est attaché. Puis là, je fais cette distinction-là vraiment importante parce que pour moi, elle est là la différence entre, mettons, ça et 40K. Et si je m'en vais lire un roman de l'Horus Hérésie, je sais qu'il est attaché avec un autre brin d'histoire d'avant, d'après, de pendant. Et que je sais qu'il est attaché à sa finalité. Le dernier roman de l'Horus Hérésie, c'est la fin de l'Horus Hérésie. C'est tout. Fait qu'il y a une finalité, il y a un moment qui se vit, puis peu importe où est-ce que je prends le bout de fil, c'est attaché à quelque chose. Alors que j'ai l'impression que 40K, si je veux m'inspirer de quelque chose, il faut que j'aille piger dans Warhammer 40 000, mais piger dans Warhammer 40 000, c'est pas nécessairement attaché avec le reste. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est juste un... Alors, j'ai la même impression. Après, c'est peut-être juste une perception, une impression, mais j'ai la même impression. Il était supposé commencer une nouvelle série de romans qui était supposée être inspirée de ce qu'on fait. Elle est là? Il a continué? Bon, ouais, elle a continué. Okay. Mais je les ai lus. Je pense que j'ai les 2 derniers que j'ai pas eu le temps de lire encore. J'ai pas le même feel qu'avec l'Horus Hérésie. J'ai le même feel qu'avec les Realmgate Wars. C'est-à-dire? Les Realmgate Wars ont touché à plusieurs parties de l'univers. Ouais. La finalité en soi, elle n'était pas claire. Mais on bâtissait l'univers un peu. Fait que c'était comme un espèce de buffet de... Aujourd'hui, dans le buffet qu'on va te présenter, on va découvrir ces 3 armées-là. Le livre d'après, on zoom out. Dans le buffet d'aujourd'hui, je vais te présenter ces 2 personnages-là qui interagissent avec ces 2 armées-là, mais qui ne sont pas les mêmes que les 3 qui sont ici, qu'on a vus dans le buffet d'avant. Ok, ouais. On bâtit l'univers, mais j'ai pas tant l'impression qu'il y a une conséquence sur le roman qui vient après. Et comme la finalité n'est pas encore arrivée, je sais pas, peut-être que ça va s'attacher à un moment donné, parce que certains personnages qui reviennent dans certains des romans, mais j'ai l'impression que c'est moins fort comme lien que l'Horus Hérésie. Ou est-ce que les 3 premiers livres de l'Horus Hérésie, tu les lis, c'est immanquable qu'ils sont attachés. Tu lis le 4e, c'est immanquable qu'il est attaché aux 3 premiers. Tu lis Fulgrim, c'est immanquable qu'il est attaché au 4e puis aux 3 premiers. Non seulement par les références, mais par le contexte des conséquences de ce qui s'est passé dans les romans d'avant. L'exemple que je donnerais dans la série de Warhammer 40 000 qui est en ce moment, qui est la Dawn of Fire, la série Dawn of Fire. Très bonne série en passant. Hein? J'ai rien à dire contre. C'est une très, très bonne série. Fait qu'elle fonctionne encore. Il y a encore des livres qui sortent. Elle est encore là. Oui. Eh bien. Mais encore une fois, ça pourrait être un autre point, effectivement. Là, je mets un pin sur Games Workshop puis leur marketing de leur propre univers. OK? Mais mets une pin là-dessus je reviens. OK. Mais quand tu lis Dawn of Fire, mettons le roman sur les Space Wolves, lire ce roman-là, tout ce qu'il m'a donné, il fait partie de la série Dawn of Fire, je pense que c'est le 3e ou le 4e, je ne suis pas sûr. OK. Tout ce qu'il m'a donné, c'est que finalement, je sais comment les Space Wolves traitent les Primaris et les nouvelles recrues, quand c'est les Firstborn.
Ah, ouais. Maintenant, je sais comment ils prennent un Primaris Space Wolf, puis qu'ils vont lui faire comprendre qu'il fait pas partie de la gang. Puis lui va dire « Screw you, je veux pas faire partie de ta gang, je suis meilleur que vous autres, m'a faire ce que vous faites, encore mieux. C'est quoi déjà ton rituel de passage? C'est quoi déjà tes conditions et tes épreuves? Excellent, m'a géré ça. » C'est un super bon roman. Il est extraordinaire. Je l'ai adoré. Mais tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de me montrer comment est-ce que les Primaris sont intégrés dans l'univers des Space Wolves. Il n'a pas de lien avec le premier et le deuxième livre. Ouais. Par exemple. Fait que, pour moi, j'ai l'impression que le taille est moins solide que l'Horus Hérésie. L'exemple que je viens de donner pourrait aussi être vrai pour l'Horus Hérésie quand tu lis Prospero Brûle. Il y a un lien avec Isvan 3. Ah, ok. Mais il est beaucoup plus lousse que le 1, 2, 3, 4, 5. Mais ça reste que je sens que l'univers est plus attaché ensemble, plus tissé serré. J'ai l'impression qu'on joue dans le même bac à sable, puis qu'il est délimité. Pas dans Dawn of Fire. Dans Dawn of Fire, j'ai l'impression qu'on essaye de meubler un bac à sable qui n'a pas de limite. Fait que je suis un peu comme inspiré. J'adore ça. J'ai failli faire des Primaris Space Wolf tellement j'ai aimé ce roman-là. Fait que tu sais, c'est pas qu'il est pas bon, mais j'ai pas l'impression qu'on bâtit le contexte narratif du même principe que l'Horus Hérésie le faisait. Fait que dans l'Horus Hérésie, dans les premiers romans, tu peux avoir le goût ben, t'en as déjà parlé, de faire Isvan 3, par exemple. Ouais. Moi, dans ces romans-là, dans dans ces romans-là, y a-t-il une bataille ou un engagement ou une guerre que tu as faite? Celui que j'ai commencé qui pourrait se rapprocher de ça, ce serait celui avec Corferon et Erebus que je suis en train de lire là, qui est genre Temple of Light ou un affaire de même. Dans le fond, c'est le retour des Word Bearers en train de vouloir assauter Terra. Genre. Ok. Ouais, c'est bold de même. Mais il semblerait que... OK. La trame narrative qui semble être attachée à travers les romans part de Dark Imperium, roman des Ultramarines avec Mortarion puis Gulliman qui s'entretuent, là, trilogie. Cette série-là racontait la possible hypothèse que l'empereur serait vivant et serait une divinité puis qu'il fait des miracles. Je m'excuse pour ça que je viens de spoiler. Mais c'est un peu ça l'excitation autour de ces trois romans-là, autre que les deux primaires qui s'affrontent. Là. C'est le fait de, on dit que l'empereur n'est pas un dieu, comme dans l'Horus Hérésie, mais comment est-ce qu'on explique les miracles? Parce que là, il en arrive un là. Et si c'était pas de ce miracle, l'Imperium serait vraiment dans la merde. Ben là, dans cette série de romans-là de Dawn of Fire, le roman avec les Wordbearers, il traite exactement de ça. C'est les miracles, les pouvoirs du chaos, l'empereur est une divinité, les Wordbearers vénéraient l'empereur dans l'Horus Hérésie comme étant une divinité. Tout d'un coup, on remet l'hypothèse de l'avant et c'est qui se présente? Corferon et Erebus. Fait j'ai l'impression qu'on fait des liens, mais les liens sont tellement loin que je peux pas dire que je ferais ces batailles. J'ai pas vu de bataille encore qui me donnait vraiment envie de rejouer ça. Est-ce que c'est parce qu'on reste en surface dans ces romans-là? Peut-être. Je pense que l'Horus Hérésie... Ok, mettons, je vais peut-être mettre ça comme ça. J'ai l'impression que l'Horus Hérésie, le contexte narratif, comme il est un bac à sable défini, il bâtit un sur l'autre. Ouais. Alors que dans 40K ou dans Age of Sigmar, on bâtit pas un sur l'autre, on bâtit autour. On bâtit dedans, mais on bâtit pas vers le haut. On fait juste s'étendre le plus large. Souvent, l'exemple que j'utilise, c'est l'élastique. L'élastique, quand il est rendu au bout, tu devrais sentir que tu es rendu au bout. Puis ça te fait comprendre dans quel univers tu te trouves. Si l'élastique, il n'y a pas de fin, il faut que tu choisisses toi-même un élastique et que tu le mettes autour de quelque chose. Ce que tu peux faire pour l'Horus Hérésie aussi. Mais l'élastique, il y a un bout pareil. Fait que tu sais dans quel contexte est-ce qu'il existe. Un traître, c'est un traître. Un loyaliste, c'est un loyaliste. Je peux choisir un moment de l'histoire de l'Horus Hérésie pour pouvoir dire je veux faire Isvan 3. Dans 40K, je pourrais faire
je voudrais faire Sanctus Reach. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'était une campagne de la 7e édition. C'était les orques contre l'Imperial Guard. Ben, premièrement, le fait que personne s'en rappelle, ce serait quand même un bon indicatif d'à quel point c'était pas vraiment important. Mais 40K a effectivement ce sentiment-là de Isvan 3 dans l'Horus Heresy, il y a un impact. Ouais. Ça veut dire quelque chose. Sanctus Reach, pas sûr. Devastation of Baal, dans 40K, ça en est un. Ce serait mon Isvan 3. C'est intéressant parce que ça me fait penser à. Je me souviens plus, là, la fatigue embarque. Mais non, il me semble que j'ai déjà entendu dire qu'un moment historique, tu ne sais pas généralement, tu ne sais pas qui est historique au moment où ça arrive. C'est plus tard qu'on va regarder l'événement et faire comme, ah ben oui, c'était un moment important. T'as raison. C'est vague, là, des fois, dans des guerres, il y a une grosse offensive que tu te doutes, là. Mais des fois, il y a une grosse offensive que tu as préparée, tu dis ça va faire l'histoire, ça s'effondre, c'est pas ça, ou c'était pas si important que ça dans la guerre au total. Oui. Et que dans 30K, tu sais c'est quoi les moments charnières. Oui. Isvan, etc. Dans 40 000, Sanctus Reach, s'ils reviennent pas, s'ils en reparlent pas, ben finalement, c'était un événement isolé dans toutes les guerres qu'il y a dans 40 000. Mettons Cadia Stands, qui était à la 8e édition pour aller vers la 9e, si ma mémoire est bonne. Ouais. Cadia se fait détruire. Abaddon a lancé sa 13e croisade. Détruit Cadia. Maintenant, dans les romans, on continue à parler que Cadia a été détruite. On continue à parler des répercussions de ça. Ça, pour moi, c'est une excellente façon de donner de la vie à un moment important qui va me donner envie de le rejouer. Qui va me donner envie de bâtir sur ça. Mon armée de Cadiens à moi, tout d'un coup, elle a de la saveur. Parce qu'elle a du vécu. Parce que dans l'univers dans lequel est-ce qu'elle se trouve, elle a une raison d'être. J'ai donné des... Je l'ai épicé, mettons, on va dire ça de même. Devastation of Baal, même chose. Les Blood Angels, avant Devastation of Baal, puis les Blood Angels après Devastation of Baal, c'est pas la même chose. Méphiston est devenu un primaris. Gabriel 7 a vu sa légion complète décimée. On a vu les Knights of Blood, si je me rappelle bien, être réintégrés le temps d'une bataille puis être détruits jusqu'au dernier. Peu importe, là. Mais il y a des conséquences réelles. Et quand tu retournes à Devastation of Baal, c'est ce moment épique-là de l'histoire. Pourquoi est-ce que les Flesh Terror, qui sont autant, mettons, on va dire, cristallisés dans leur façon de faire parce qu'ils pensent qu'ils ont toujours raison, mettons, hein? Puis qui ont accepté des primaris, ben c'est très simple. Ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas les prendre. Fait qu'ils les ont testés jusqu'à la limite de les tuer. Mais ils ont passé le test, fait qu'ils sont intégrés. En me mettant un moment charnière important comme ça, tu me donnes une raison de pourquoi est-ce que je ferais une armée de ça. Ça, je pense que c'est un autre point important de l'Horus Heresy. Quand je fais une armée, je peux choisir un moment de l'histoire ou une motivation, traître, loyaliste, neutralité, peu importe, qui donne une vie à mon armée. Oui. C'est pas juste des modèles avec des stats. Puis là, je sais, là, il y a des gens qui vont nous écouter et vont dire « Mon Dieu, Kevin, là, t'es intense, là, c'est des figurines en plastique, reviens-en. » Mais moi, ce qui me donne envie de les peindre, ces modèles-là, c'est qu'ils ont une histoire. L'histoire peut être celle du roman, ou un moment épique que j'ai vécu avec David, avec Phil, avec Alex, avec n'importe qui. J'ai besoin d'être inspiré quand je les peins. C'est ça qui fait en sorte que pour moi, l'Horus Heresy est toujours inspirant. C'est que je peux toujours revenir à un audiobook, un roman, un black book, un livre de campagne, un héros, une game avec toi, une game avec un autre. Je suis certain de pouvoir me ramener autour de quelque chose qui va m'inspirer à vouloir peindre une nouvelle unit. Ou même une nouvelle légion. Parce que là, je vais l'avouer, j'en ai beaucoup. Puis une chose que je trouve qu'ils ont très bien fait dans l'Horus Heresy, parce que c'est très dualité, l'Horus Heresy, c'est très loyaliste. Ouais. Comme il n'y a pas vraiment de Xenos en termes de stats, quoi qu'ils sont très présents, il y a plein de moments dans l'histoire où est-ce que les Xenos servent de faire valoir, d'opposants ou d'agents infiltrateurs qui influencent. Ils sont importants, mais ils sont moins prédominants que les loyalistes et les traîtres. Fait que c'est très duo. Ils ont introduit les Black Shield et les Shattered Legion.
qui ont des rôles, pour moi, des rôles de saboteurs, des rôles plus sneaky, des rôles qui pourraient avoir leur propre... puis les Knight Errant aussi, de Malcador. Tu as 3 sortes d'armées qui ne sont pas dans les dualités, où est-ce que là, tu peux vraiment te laisser aller pour faire ce que tu veux. Autant au niveau du modélisme, qu'au niveau de la peinture, qu'au niveau des scénarios, qu'au niveau des motivations de ta légion. Tu fais une légion, ta légion de Black Shield, puis ma légion de Black Shield, ça sera pas la même. Et pourtant, on joue au même jeu, puis on va peut-être même utiliser les mêmes modèles. Mais ils vont pas se ressembler, ils vont pas avoir nécessairement les mêmes couleurs, même s'ils s'appellent des Black Shield. Et sky is the limit sur la façon dont tu veux les convertir. Parce qu'il n'y a pas de règlement au niveau de l'héraldrie qui dit qu'ils devraient être comme ci ou comme ça. Dans un univers, comme tu disais, qu'on est dans l'histoire-fiction, là, où est-ce qu'on essaie de raconter une histoire qui est déjà très bien prédéfinie, qui est très bien mentionnée. Les héraldries de chaque légion sont très bien nommées. Les choses sont très bien cannées. Les Black Shield, puis les Shadow Legion, puis les Knight Errant, il y a plus de lousse sur ces 3 légions-là. Tu peux te laisser aller un petit peu plus. Mais dans ce cas-là, mais ce serait pas un avantage que 40 000 aurait sur l'hérésie? Ça serait un avantage que 40K a si c'était pas du fait que toutes 40K étaient comme ça. La force des Black Shield et des Shattered Legion, c'est que je vais utiliser eux autres comme étant un exemple, parce que les Knight Errant, c'est des personnages bien spécifiques. Mais tu pourrais créer ton propre Knight Errant aussi. Là. Tout ça est possible. Mais mettons les Black Shield, plus précisément, puis les Shattered Legion, tu as du lousse dans un univers qui te semble effectivement plus restreint. Fait que pour moi, c'est comme si j'ai un lousse de créativité dans un frame tout de même restreint. Ça fait du bien. C'est un breath of fresh air. Pour quelqu'un qui cherche ça, c'est une option. Bon, je pense qu'il y a pas mal plus de gens qui font des armées de Emperor's Children puis d'Imperial Fist que de gens qui font des armées de Shattered Legion. OK? Mais je trouve intéressant qu'on ait introduit ce petit nugget de créativité-là, que la personne qui a le goût de faire du kit bash à l'infini, puis de ne pas avoir à se fier à juste une légion, peut le faire. La personne qui veut créer son propre lore, tout en respectant le contexte dans lequel est-ce qu'on est, peut le faire. Dans 40K, tu peux tout faire. Un exemple que je donnerais, l'héraldrie, c'est comme ça qu'on appelle ça, je pense. Héraldique. L'héraldique. Des Ultramarines, des chapitres, ont été extrêmement longtemps bien définis pour toutes les Space Marines. Les casques de la première compagnie des Ultramarines, c'est les vétérans, c'est blanc. Les contours des épaulettes, c'est blanc. C'est ça, that's it, that's all. Depuis la 8e édition, on a vu l'introduction tranquillement, pas vite, de ça peut être la couleur que tu veux. Ça ne dit pas que c'est plus vrai ce que c'était avant. Mais ça dit l'agenda hobby, c'est tes modèles, tu fais ce que tu veux comme tu veux. J'adore ce genre de point de vue-là. Le problème, c'est que si je peux faire ce que je veux comme que je veux, mais que j'ai pas de barème, je fais comment pour connaître mon univers? Et quand j'ai besoin de m'en inspirer, il y a une différence entre m'inspirer d'une base que je connais que de m'inspirer d'un océan de possibilités qui m'est complètement confus. Parce que je peux tout faire. Il n'y a plus de balises. Ben oui. Il n'y a plus de balises. Puis les balises, tu n'as plus de balises communes non plus. Oui. Oui, parce que tout est possible. Toi, ce que tu fais, puis moi, ben oui. Moi, je pars par là à 100 000 km/h. Puis là, maintenant, on se rencontre pour jouer. Puis comme, c'est cool, j'ai fait ce que je voulais avec mon armée. J'ai eu du plaisir à le faire. Fait que tant mieux, tu as fait la même chose. Et peut-être que si on essaie de raconter une histoire, ça ne fait plus. Oui. Ben, c'est là que je pense que ça dessert vraiment bien le match play. Puis les gens qui aiment ça jouer des pick-up games. Parce que je peux avoir ma propre affaire, tu peux avoir ta propre affaire. On n'est pas obligé de se rencontrer à un point milieu. Le point milieu, c'est qu'on roule des dés sur une table pour se battre. Ce qui revient au même que de jouer au Monopoly. Je veux dire, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller là. Ça, pour moi, comme c'est pas inspirant, j'ai pas de raison d'aller là. Ben oui. Puis là, tu vois, je fais un aparté, mais là, on voit ça arriver dans Age of Sigmar, par exemple, dans 4.0. Parce que là, maintenant, on a enlevé les restrictions des Storm Hosts chez les Stormcast.
Fait que maintenant, tu peux jouer la Stormhost que tu veux, puis le peindre comme que tu veux, puis faire ce que tu veux. Qui est... Je comprends, mais comment est-ce que je fais pour me sentir attaché à mon armée maintenant? Ah, ouais. J'ai pas de règles spéciales pour mon armée. OK. Et je sais que la motivation en arrière de ça, c'est quand on faisait des règles pour les légions, pour les Stormhosts, ils n'étaient pas égales. Fait que les gens se plaignaient parce que leur Stormhost préféré était moins bonne ou leur chapitre de Space Marine était moins bon. Fait que les gens qui jouaient plus compétitifs disaient « Je veux jouer la Légion que je veux avec les règles que je veux parce que les meilleurs, c'est ceux-là. » Mais je les ai peints comme eux. Fait que là, ça créait une dissonance. Ça créait une contradiction. Fait que là, ils ont réglé ça en disant « Fais ce que tu veux comme tu veux. Prends les règles qui sont les meilleures pour toi. » Fait que là, on dessert la personne qui joue des pick-up games, qui veut juste prendre les meilleures règles, ou la personne qui vise l'efficacité. C'est tout à fait correct. Mais moi, si j'aime jouer des Ultramarines, j'aimerais ça que mes Ultramarines soient représentés sur la table parce qu'ils sont censés faire. Ouais. Je veux l'immersion dans mes règles aussi. C'est pas vrai que les règles, c'est pas important. Là. Même si je suis le premier à dire quand les règles sont pas bonnes que ça. Mais je trouve que là, on est allé jusqu'au bout de l'idée de fais ce que tu veux comme tu veux. On a enlevé des règles pour pouvoir simplifier à tout le monde de jouer ce qu'ils veulent comme qu'ils veulent, mais on a aussi enlevé la saveur. Quand j'ai joué la 10e édition avec toi, la 40K, là, mais Imperial Fist était pareil comme n'importe quelle autre légion de Space Marine. Ça m'a tellement déçu. Là. J'étais comme, pourquoi est-ce que je suis en train de peindre Imperial Fist? Fait que, c'est ça pour dire... C'est drôle, moi j'ai fait le cheminement inverse. Ah ouais? Vas-y donc. Oui. Ben, à l'époque, quand j'ai recommencé, c'était fin 5e, début 6e édition. Je lisais des trucs sur l'Alpha Légion, puis je veux faire ça. Mais j'avais pas les unités de chaos avaient plus rien qui faisait de l'infiltration du scout ou rien. Fait que je pouvais pas présenter ça. Ouais. Là, je voulais un retour des règles, des saveurs par armée. Puis ils l'ont fait, ils ont fini, puis c'est là qu'on s'est rendu jusqu'avant la 9e en 40 000, puis avant la 4e dans Age of Sigmar. Ouais. Et ça a atteint un point qui a dépassé ce que moi je voulais, où ça donnait des règles très compliquées. Ben, en tout cas, plus c'est des règles sur des règles sur des règles. Sur des règles sur des règles, mais qui donnent une vraie saveur. Puis moi, j'ai deux problèmes avec ça. Mon premier problème, c'est que m'amener trop de saveur, c'est trop. Puis c'est vrai, comme tu disais, que les règles n'étaient pas égales. Fait que là, si toi, narrativement, tu veux jouer une affaire qui a des règles vraiment pas intéressantes, puis que le monde avec qui tu joues, ils ont beau jouer narratif ou comme jouer le fun, c'est du monde qui ont choisi l'armée qui est super balancée, c'est faisable. On l'a toujours dit, c'est faisable, tu peux avoir une discussion, tout ça, mais ça te rajoute un degré d'effort, de travail pour essayer d'arriver à ça. Ouais. Fait qu'il y a ça, puis il y avait une autre affaire qui m'a complètement sorti de l'esprit. Ça va peut-être te revenir, mais c'est que je pense que... Ouais, c'est ça, c'est des règles par-dessus des règles par-dessus des règles, puis... Ah oui, c'est ça, puis il y a des règles, des saveurs d'armée qui te peignaient dans un coin, ton armée a fait ça. Oui, non. Puis là, je sais qu'on n'a pas toujours le même avis là-dessus, mais tu sais, moi, les nains, qu'ils bougent pas vite, puis qu'ils restent dans leur coin, fait que tu fais des gunlines. Ah, c'est plate, ça. C'est plate. Mais c'est pour ça qu'ils ont créé les caradrons. C'est ça. Ça a l'air super niaiseux, là, mais l'idée des caradrons, c'était comment est-ce qu'on peut faire des nains qui sont pas des nains pour les gens qui n'ont pas envie de faire des gunlines, qui ont fait des armées de bateaux qui volent. Tu peux difficilement faire plus anti-nain de Old World que ça. Ben oui. Puis, voyons, mettons les White Scars, les White Scars. Ouais. Ce que tu vois quand tu vois une armée de White Scars, c'est une armée de bike, une armée de jet bike, une armée qui vole, puis tout ça, pis c'est cool. Tu lis ça, t'as envie de faire ça, mais si que l'armée s'est rendue juste ça, soit faut qu'il y ait les modèles pour aller avec, puis ils ont pas toujours eu. Ben, ils ont toujours pas. C'est pas le fun, tu sais, tu peux pas exactement reproduire la même affaire. Puis, à un moment donné, c'est comme, mettons que je me mets à la place de l'adversaire qui joue contre ça. Hey, je veux faire du Zone Mortalis. Il y a des bonnes histoires, White Scar versus je sais pas trop quoi dans Alpha Légion, mettons, dans les Zones Mortalis. Ah ouais, mais moi, le playstyle de mon armée, c'est des bikes, tout ça. Fait que ça devient une limite narrative. Ouais. La règle devient une limite narrative. Puis quand je joue à des jeux historiques,
ils vont mettre des règles. En fait, c'est pas tous les jeux historiques qui mettent des règles spéciales par nation. C'est vrai. Ou des fois, ils vont en mettre, mais ça va être limité. Ça va être un petit bonus ici, un petit bonus là, juste pour représenter une petite différence. Ben oui. Mais après ça, tu peux jouer le jeu sans être pogné dans un coin. Sans que... C'était Julie, je pense, qu'on avait eu en entrevue pour Saga. Oui. Qui nous mentionnait que justement, le thinking en arrière des armées de Saga, c'était je vais donner un petit bonus, puis une manœuvre, une habilité particulière. Là. Fait que t'as comme deux affaires. T'as comme un bonus passif, puis t'as une habilité. Ben, j'en demande pas plus que ça. Ben oui. En ce moment, si je veux jouer un... Mettons, là, les Imperial Fists sont très connus comme étant des murs qui bougent pas, puis qui tirent en masse, puis qu'ils sont des défensifs. En ce moment, dans 40K, si je veux jouer des Imperial Fists selon leur lore, fait que je me ferais une ligne, une gun line de défense, il n'y a aucune différence entre mes Ultramarines, mes Raven Guard, mes Imperial Fists, qui joueraient tout ce détachement-là. Parce que c'est la règle spéciale du détachement. Pour ça, les gens ils disent, ben, comme c'est la force d'Imperial Fist, c'est celui que tu devrais jouer. Je dis, OK, cool. Mais si je le fais avec les 3 autres sortes de légions que j'ai nommées, je vais avoir exactement la même liste, avec exactement les mêmes affaires. C'est pas, je me sens pas spécial. Donne-moi ça, puis dis-moi que si je suis un Imperial Fist, je gagne ça, pis ça. Arrête ça là. Je veux pas plus que ça. L'Horus Heresy a bien fait ça, je trouve. C'est aussi une autre très belle affaire. Le truc avec l'Horus Heresy quand tu joues le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de règles, fait qu'il faut que tu te promènes dans beaucoup d'affaires. On va pas se le cacher, il faut que tu fouilles dans les livres. Mais, si tu y vas morceau par morceau, on va se le dire, c'est un repas qui se mange bien parce que les règles reviennent souvent. Always Strike First, c'est la même affaire pour tout le monde. Shrouded, c'est la même affaire pour tout le monde. Fait comme c'est un retour aux règles universelles qui sont en train de ramener en ce moment dans Age of Sigmar 4.0 puis qui ont ramené dans la 10e de 40K. Comme c'est les règles universelles, bien vite, tu finis par les apprendre. Ce qui est intéressant dans l'Horus Heresy, c'est que quand tu joues ta Légion, c'est impossible de ne pas sentir que tu joues ta Légion parce que tu as une habilité spéciale, tu as un bonus passif, puis après ça, ils te rajoutent d'autres cossins. Les Rights of War, puis toutes ces affaires-là, ça, on embarque dans un autre débat. Puis honnêtement, si quelqu'un me disait « J'aimerais ça apprendre à jouer à l'Horus Heresy », je lui montrerais même pas les Rights of War pour commencer. Mets ça dans les vidanges, on commence à apprendre à jouer, puis après ça, tu bâtiras ta liste selon tes Rights of War. Tu n'apprends pas à bâtir une liste quand tu commences à apprendre un jeu. Fait que s'il y a des gens ici qui aiment ça montrer des jeux, s'il vous plaît, commencez par la base, pas parce que vous aimez. Fait que j'ai un peu l'impression qu'on pourrait peut-être se faire un petit verdict, là, mais au niveau du hobby, tu me dirais qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce qui fait que je suis motivé à retourner à l'Horus Heresy aussi souvent, là, les gens sont rendus habitués maintenant, ils le voient sur le groupe, là, puis dans les épisodes en général, je reviens toujours vers ça. Je pense que Phil Toub l'avait déjà dit à un moment donné, genre, on s'attend à ce que Cam y retourne à l'Horus Heresy bientôt. Là, c'est que je sais dans quoi est-ce que je me rembarque. Le jeu change pas très souvent, fait que je connais mes règles. Je sais dans quel univers que je m'embarque, fait que je peux m'inspirer au niveau du lore facilement. J'ai du source material en masse. Les modèles sont facilement atteignables, c'est une autre affaire. Les modèles sont faciles à trouver. Et sky is the limit au niveau de la créativité, mais la sky is the limit, sky is the limit. il y a une limite. Il y a quelque chose. Fait que ça m'inspire, les codes de couleurs sont clairs. Je peux me laisser aller aussi à choisir qu'est-ce que je veux. Fait que si j'ai envie de faire quelque chose de conventionnel, je sais où est-ce que je m'en vais. Si j'ai envie de faire quelque chose de vraiment funky, j'ai des options pour ça aussi. Fait que ça, pour moi, c'est un peu mon amalgame en général de ce qui fait en sorte que c'est facile pour moi d'être inspiré par ça. C'est que c'est du connu. C'est du connu facile d'accès, facilement inspirable par les médias autour de moi. Toi? Ah oui, ben c'est le fait qu'il y ait une histoire, qu'il y ait une base. Puis c'est pas... Tu sais, j'y pensais l'autre jour, là. Tu peux créer un nouveau... Quand j'ai commencé les jeux de rôle, souvent on se créait... à chaque quête qu'on faisait ou chaque campagne qu'on commençait, on créait un nouveau monde de zéro. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai découvert les campagnes préécrites, j'ai commencé à faire ça. Puis la grosse différence, c'est que la campagne préécrite, ben, une bonne partie de la job était déjà faite. Fait que je pouvais me concentrer sur avoir du fun. Pas que j'en ai pas eu à créer des mondes, mais
Non, mais en même temps, tu sais sur quoi ils ont mis l'emphase. C'est ça. Ben oui. C'est ça. L'emphase est sur le feel. Tu sais dans quel univers que t'es. Fait que dans le La campagne te Wargame, le fait vivre. créer un nouvel espace ou aller dans un espace qui n'a rien de fait, ça peut être aussi le fun qu'un espace qui est déjà défini, mais il faut que l'effort soit mis. Et là, t'es pas tout seul. Il faut que l'effort soit mis en gang, puis que la personne qui a eu l'idée, ton maître de jeu, il te fasse la description de c'est quoi. Parce que s'il dit, moi j'ai fait Beta Garmon 28, et qu'il te dit pas ce qui se passe là, que tu sais pas ce qu'il y a là, mais que dans le fond, c'est plus une excuse pour que les gens qui ont des collections qui ne fitent pas nécessairement sur les premières planètes de Beta Garmon puissent jouer. Là, je l'aurai pas. J'accrocherai pas parce que j'aurai pas le OK, il y a un background, je sais c'est quoi, je sais c'est où. Ouais. C'est des trucs qui m'ont déjà inspiré, que j'ai déjà lu, que j'ai trouvé le fun. Mais s'il le fait, puis il explique pourquoi tout le monde est là, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur cette planète-là, c'est un côté obscur de l'hérésie, mais voici c'était quoi le secret, puis pourquoi plus personne n'en a parlé avant. Là, il vient me hooker, il m'a donné une histoire. Mais c'est tout un travail qu'il y a à faire. Là, comme nous, on touche à tout, les jeux que c'est déjà fait, l'hérésie, c'est facile à rembarquer. Old World, pour moi, c'est facile à rembarquer. J'ai des liens, je me rappelle des histoires. Mais 40 000 10e édition, Age of Sigmar, c'est plus difficile parce que l'histoire est éphémère, ça passe vite, ça va dans un autre truc. On n'a plus le temps de s'accrocher, on n'a plus le temps d'avoir lu et relu à propos de cette histoire-là, on est rendu ailleurs. Ouais, ben là, comme là, tu vois, on a le Skaventide qui s'en vient, 4.0. La boîte de Skaventide vient avec une histoire un peu en soi. On nous raconte un peu cette histoire-là, même que Gazocha va sortir une campagne globale en même temps pour pouvoir défendre la cité de whatever, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom. Là. Mais l'idée, c'est d'arrêter une Skaventide. C'est correct, là, je veux dire, c'est classique. Là. C'est la même affaire que ce qu'on a vu avec Léviathan et les Space Marines. Là. Il y a une planète en train de se faire attaquer par des tyrannides. Il faut arrêter les tyrannides. On calcule les points des deux côtés, c'est lequel des deux qui gagne. Merci, bonsoir. C'est une narration classique de base, mais pour moi, fait quand même minimumement la job pour me motiver pour avoir envie de le faire. C'est juste assez d'étincelles pour que je sache dans quoi est-ce que je m'embarque. Ils ont mis un article sur Community, il y a un nom pour la ville, je sais ce qu'elle représente, je sais dans quel realm qu'elle est, puis je sais que je suis là pour pouvoir défendre la cité contre ces Skaven-là. Après ça, moi, je peux faire ce que je veux avec ça. Oui. Mais j'ai quand même un minimum que j'ai de besoin pour pouvoir dire dans quel contexte est-ce que je m'embarque. 40K a fait la même chose avec Léviathan. Mais en général, comme les games, je pense, sont faites pour être réfléchis, on a un jeu, jouer des games entre vous autres. Puis quand on vous sort une campagne, ben on les cherche encore. Là, en ce moment, dans 40K, c'est plus Crusade. Fait il n'y a pas vraiment de campagne. On verra ce qui va arriver avec Age of Sigmar. Je me croise les doigts pour avoir droit à une campagne propre. Mais tout ça pour dire, The Old World, quand tu achètes ton livre d'armée, il vient avec un scénario narratif dedans, qui est dans ce contexte historique-là, qui met ces deux armées-là un contre l'autre. Si c'est les orques contre les bretonniers, j'ai pas besoin de réfléchir à savoir, mais mettons j'avais des Dark Elves, là. Non! C'est les orques et les bretonniers, c'est ça tu joues. Tu veux le jouer, c'est ça le contexte historique. Puis là, si on grossit ça, Old World, ils ont choisi de mettre l'emphase sur certains peuples. Puis ils ont dit, les autres, on va pas les soutenir. Est-ce que je trouve ça plate? Oui. Est-ce que je trouve ça dommage? Oui. Parce qu'au bout de la ligne, ces autres peuples-là, ils auraient pu recevoir des updates de règles quand même. OK? Comme, ça change pas vraiment grand-chose. Mais comme ils ont voulu mettre un focus sur le narratif de l'époque qu'ils sont en train de bâtir, j'ai l'impression, puis on s'en parlait un peu, David, là, je pensais là que tu t'en allais, ils sont en train de nous bâtir un Horus Hérésie, selon moi. Mm-hmm. On a une date de début. On a une date de fin. Si je me rappelle bien, la fin de cette époque-là, c'est celle de Magnus de Paris. Je pense, oui. Fait on sait déjà que la fin de ça, c'est Magnus dans The Old World. Pas se mélanger avec Magnus non. le Primarque. On se promène, là. Mais Magnus de Paris, c'est lui, c'est son épopée à lui qui termine cette tranche d'âge-là. Ben, ça veut dire qu'on a un début puis on a une fin. L'élastique a une fin. Fait que quand je veux bâtir mon armée de nains, quand je veux bâtir mon armée d'humains, quand je veux bâtir mon armée de bretonniers, puis que je veux partir en croisade, je sais c'est qui les acteurs prioritaires, je sais c'est quoi leurs enjeux,
politique, économique, sociale. Parce que The Old World, c'est un peu ça aussi. Hein? Je veux dire, c'est magique, mais c'est aussi groundé dans la réalité. Les Bretoniens et l'Empire ne sont pas ensemble. Ils sont séparés. Il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour laquelle est-ce qu'ils pourraient s'entretuer aussi. Les elfes et les nains sont séparés. Ils ne sont pas comme dans Age of Sigmar. Il y a une raison pour laquelle est-ce qu'ils pourraient s'entretuer ici. Fait que tout ce contexte-là t'est raconté et pas en même temps. Tu peux aller lire des vieux livres. Les romans existent encore de The Old World. Ils en écrivent des nouveaux. Fait que ça, c'est le fun. Les vampires, on sait dans quelle époque est-ce qu'on est. On est avant Vlad. Donc, on est avant le Rise of the Van Karstein. Fait qu'il y a du stock. On peut créer son propre vampire. On peut créer sa propre légion et sa propre affaire. Je pense que les vampires font partie de ceux qui ne sont pas supportés. Fait que là, t'as comme... Ouais. Fait que là, t'as comme une branche de légion, d'armée que tu peux te laisser aller un peu plus. Mais comme le contexte est clair, je sais dans quoi est-ce que je dois fitter. Fait que même si mon armée n'est pas updatée, je sais comment est-ce que je peux la faire fitter avec celle de mes amis. Pour respecter le lore, l'époque, puis m'inspirer de ça. C'est quoi l'héraldrie des armées qui étaient là à cette époque-là? Karl Franz, c'est pas là. Fait que l'héraldrie de Karl Franz pour l'Empire, c'est non. Bon. C'est non. On s'entend, là. Il n'y a personne qui va venir chez vous avec la police pour t'enlever tes modèles. Là. Mais, c'est ça. Comme le contexte est clair, on peut s'en inspirer. Puis si ça devient un frein, ben c'est correct, il faut se poser la question. T'sais. Pourquoi est-ce que c'est un frein pour moi de pouvoir faire ça? C'est-tu parce que j'ai pas envie de racheter d'autres modèles? Ben c'est correct, ça. T'sais, je veux dire, jamais personne qui va dire que là, je suis désolé, tu vas te racheter d'autres modèles. Ton modèle de Death Club avec Karl Franz dessus, ça peut pas être un Elector Count avec un Great Hammer puis un Griffon. T'as pas le droit. T'sais, on va pas exagérer non plus, là, les gens ils sont de bonne foi. Là. Mais c'est ça. Il y a comme moyen de pouvoir s'inspirer du contexte dans lequel tu es, puis je pense que c'est ça. Quand que le contexte est trop lousse, il faut que tu ailles piger toi-même dedans. Ça demande plus d'efforts. Comme tu as dit tantôt, il faut faire le travail de world building pour pouvoir choisir dans quoi est-ce qu'on s'en va. Quand on a fait la campagne de Plague War, c'était clair pour nous dans quoi est-ce qu'on s'embarquait. Oui. C'était Mortarion, Gulliman, Ultramarine, Imperial Guard contre Death Guard, puis Demon. Puis c'était ça. Puis la plupart, ben en tout cas, une bonne partie d'entre nous avait lu les romans qu'elle avait. Fait que déjà, on savait où on s'en allait. Oui. Puis ceux qui ne l'avaient pas lu pouvaient poser la question, puis ils se faisaient dire ça c'est possible, ça c'est pas possible. Parce que sinon, ça voudrait dire ci, ça voudrait dire ça. Par exemple, c'est Mortarion contre Gilliman la fin de ces trois romans-là. Non, Abaddon, il n'est pas là. Je suis désolé. Ben oui. Comme, si t'amenais Abaddon, ça serait pas l'histoire qu'on est en train de jouer en ce moment. Puis là, l'idée, c'est pas de dire tu peux pas parce qu'on t'aime pas ou tu peux pas parce qu'on veut pas. C'est tu peux pas parce que c'est pas ça qu'on raconte. Tu sais, je te donnais l'exemple tantôt de dire si j'ai envie de manger un hot dog, propose-moi pas de la crème glacée. C'est un hot dog que je veux manger. Propose-moi un hot dog. Fait que, ouais. Fait que, encore une fois, résumé, je pense que l'Horus Hérésie, c'est son contexte narratif dans lequel est-ce que tout est clair, tout est défini, mais on a des zones qu'on peut se permettre de bâtir dedans. Et comme le contexte est clair, le lousse prend tout son sens. À la place d'avoir beaucoup de lousse, puis là, il faut que tu te restreins toi-même. Que ça devient plus difficile peut-être pour pouvoir jouer narratif même. Ouais. Ça pourrait être un tout autre épisode, parce que là, on s'enlignerait sur un autre heure. Mais pourquoi c'est plus facile de jouer narratif dans 30K que c'est facile de jouer narratif dans 40K? Alors qu'il y a beaucoup plus de romans de 40K, en général, qu'il y a de romans de l'Horus Hérésie. Pourquoi c'est plus facile? On pourrait se faire un épisode là-dessus à un moment donné. Tout à fait. Mais ouais. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter? Est-ce qu'on a fait le tour? T'avais-tu d'autres bullet points que tu disais, genre, on n'a pas touché à ça? Je pense qu'on a pas mal touché à tout. Peut-être le truc que je reviendrai rapidement, c'est le modèle en ce moment, c'est avec Age of Sigmar et 40 000. À la fin de l'édition, ils vont te faire des livres de campagne. Ouais. Puis on y a déjà touché. Le problème des fois avec ces livres de campagne-là, c'est qu'il n'y a pas de suite. Ça ne raccroche pas à rien. Ou ceux de 9e vers 10e, on a acheté les premiers, mais à un moment donné, on se rendait compte que c'était. T'avais une histoire au début. Ouais. T'avais des règles à côté, mais il n'y avait pas de lien, nécessairement. Ouais. Ouais, puis c'est parce que. Ouais.
Parce que t'avais les règles de combat de boarding action. Ouais, à c'est la fin ça. de chaque. Puis t'avais les updates des datasheets pour les nouveaux modèles. Puis t'avais le lore. Mais au bout de la ligne, Ça ça connectait manquait pas. de substance un peu. C'était quand même mieux que ce qu'il avait fait avec Psychic Awakening. Ah, ok. Psychic Awakening, pour moi, était le plus gros coup de pied dans les couilles que tu pouvais faire à un joueur qui veut Ah! acheter une campagne. Je déteste, et je le dis encore, là, les gens ont souvent tendance à dire Kevin, il adore Games Workshop, c'est un vendeur Games Workshop. Oui, je suis désolé. Mais Ah! Psychic Awakening est le plus grand sacrilège qui a jamais existé pour moi dans ce qu'on dirait un supplément narratif. Ce livre-là avait 2 pages de remâché de ce qui existait déjà, puis des règles. C'était un FAQ que tu payais. C'était un errata que tu payais. Ouais. Puis là, on disait, non, mais l'histoire a avancé. Non, l'histoire n'a pas avancé. On a juste mis un petit peu de sucre sur l'affaire que tu connaissais déjà, puis on dit que c'est nouveau. C'était une insulte. En tout cas, partez-moi pas là-dessus. Mais Psychic Awakening était horrible. Et Ouais. j'espérais que Games Workshop fasserait jamais ça à nouveau. Boarding Action, les livres, c'était quoi déjà le nom? C'était avec Abaddon, puis Vashtar, En puis gros. ouais, avec Grind, Lionel Johnson. Bon. C'était bien. C'était juste pas. Ça manquait de substance encore. Ouais. L'histoire avançait un peu, c'était intéressant, mais j'avais pas l'impression qu'on bâtissait mon univers. J'avais l'impression qu'on faisait juste me donner un petit peu plus de quelque chose. Mais je suis encore pas clair à savoir qu'est-ce que Vashtar il fait, là. Puis on a fait des épisodes là-dessus. Mais c'est Ouais. encore pas clair pour moi l'influence de Vashtar, autre que dans ce petit livre-là, en lui-même. Ben oui. Qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, il faut que j'attende quelques années avant de voir les conséquences de tout ça encore. J'ai pas l'impression qu'on m'amène là-dedans. Les romans qui sortent, puis là, la pine que je disais tantôt, j'ai pas l'impression que les romans sont attachés à ça non plus. Non, non, c'est ça. C'est tout indépendant. C'est tout chacun de leur bord. Là, il y a une partie que c'est nous. Mais tu sais, Oui. ces livres-là, ils sortaient. On les jouait pas parce qu'on était sur d'autres projets. Ouais. Le contenu était relativement intéressant. En tout cas, moi, avec l'impression que j'avais que c'était Boarding Action, c'était un nouveau mode de jeu, puis j'ai l'histoire de bord, puis qu'il n'y avait pas de lien. Mais j'ai perdu l'intérêt, j'ai arrêté de les acheter. J'ai comme perdu le goût. Age of Sigmar, les Broken Realms, il avait l'air intéressant. On a failli faire, on avait planifié faire Moratti, tu vois. Puis là, ce que j'aimais, c'est que c'était des batailles, tu savais ce qu'il y avait là, tu savais ce que ça représentait. Mais on faisait autre chose, fait qu'on les a pas faites. Je pense que ça a fait. C'était pendant la pandémie aussi. C'était pendant la pandémie. Mais ça a fait, ça avance vite. On n'a pas le temps de construire les collections où on se met à faire autre chose. Fait que je décroche. Ouais. Fait que je décroche de ces univers-là aussi. Là, apparemment, les Dawnbringer Crusade étaient bien bons. Mais étant donné que les 2 dernières fois, j'ai fini par pas toutes les acheter. J'ai pas touché 0, mais j'ai comme décroché. Je n'ai pas plus lu les romans. Là où ça m'est pas arrivé encore avec l'hérésie. Ben, comme on avait déjà parlé, pour Age of Sigmar, j'ai eu le même réflexe que toi, comme j'étais déçu dans d'autres avant. Après ça, je me suis dit, mais Broken Realms, ça nous avait intéressé. Age of Sigmar a tendance à plus bâtir son univers, puis à mettre l'emphase sur certains personnages, puis des moments clés. Peut-être. Fait que j'ai essayé le premier livre, j'avais été relativement déçu du premier Dawnbringer Crusade. J'étais comme, ok. Le deuxième, il est rentré comme une tonne de briques. Puis j'ai fait, ok. C'est comme si le premier avait fait, on va essayer quelque chose. On met ça en commun, là, puis on essaye de quoi. Puis c'était vraiment l'introduction de la problématique. C'était vraiment comme le chapitre d'intro d'une thèse. Là. OK. T'arrives à la fin, puis tu fais, bon, ben, je connais un peu mes héros, je connais un peu le problème, mais je me demande un peu c'est quoi l'énoncé. On s'en va vers quoi. Puis le deuxième livre arrive, puis là, tu fais, pow! Argument 1, argument 2, argument 3. Puis là, tu fais, OK. J'ai compris. C'est correct. Troisième round, même affaire. Quatrième round, même affaire. Le cinquième, faudrait que je le lise. Je suis rendu là. Mais ils ont vraiment bien fait ça, puis ils bâtissent sur ce qui s'est fait dans les Broken Realms. Des petits rappels subtils, des villes qui n'existent plus aujourd'hui, des villes qui ont survécu, mais qui s'en sont pas remis, puis ils se tapent un deuxième siège. T'es comme, OK, pauvre gang. Bonjour, ville de... Comment ça s'appelle déjà? Juste Alexis, mais c'est pas ça. Excel 6? Excel 6. Bonjour, Excel 6.
Ouais, fait il y a du beau stock qui s'est fait. C'est peut-être parce que j'ai plus consommé d'Age of Sigmar que je suis plus au courant. Justement, parce que je fais des liens entre les romans. Mais je pense que si j'avais lu la totalité des romans d'Age of Sigmar, j'aurais pas eu cette impression-là. Je suis peut-être vraiment chanceux. Je suis tombé sur les romans que j'étais pas mal certain qu'ils devaient avoir un lien parce que les personnages se trouvaient là-bas. Je me disais, c'est impossible qu'ils en parlent pas. Mais là, puis ils en parlaient. C'est quoi les chances que tu joues la bataille ou les batailles qu'il y a dans ce livre-là? Je les ferais toutes. Mais ça, c'est ton désir? Concrètement, réalistement, c'est quoi les chances que ça arrive? On parle des romans ou on parle des livres de campagne? Les livres de campagne, Dawnbreaker Crusade. Honnêtement, réalistiquement, je les ferais toutes parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Je pense que Games Workshop a comme trouvé un juste milieu dans la façon dont ils font leurs livres. C'est qu'ils font comme... Faut qu'on revoie la définition de réalistiquement. Ce qu'ils ont fait dedans, c'est au lieu de te faire un livre de campagne avec énormément de scénarios qui impliquent énormément d'armées, ils te font comme un 5-6 scénarios. Fait que c'est les moments charnières de 2 armées. De deux Dawnbringer Crusade. Fait que t'en as comme genre 3 par branche. Fait que tu pourrais littéralement juste te résumer à je veux faire celle de Guiran. J'ai 3 scénarios à faire. C'est toujours les mêmes Dawnbringers qui sont dedans. Puis des fois, ils rajoutent des alliés. Fait que là, faut que tu te peignes une petite force d'alliés de plus. C'est les forces opposantes qui sont toujours des nouvelles. Ou qui build up sur l'ancienne. Fait qu'il faudrait peindre quelque chose de nouveau. Mais je peux dire que j'ai déjà jasé avec Sébastien pour pouvoir dire t'as des géants, t'as des orques. Je veux faire Fort Gardus, qui est la bataille avec les Dawnbringer Crusade, les Hallowed Knights, puis les Sylvanettes qui viennent leur porter un coup de main contre des orques, des géants puis des ogres. Puis le but, c'est de défendre le château. Fait que ça, c'est quelque chose que je me verrais jouer. Puis, je le dis honnêtement, quelqu'un me dirait genre, Kevin, on prend ce livre-là, y a-tu un scénario là-dedans que tu aurais le goût de faire? Parce que tous les scénarios représentent une bataille du livre, là, fait que tu choisis ton scénario. C'est le scénario de la bataille épique qu'il y a dans le livre. Je les ferais tous. Le hic, c'est que ça va me demander de peindre beaucoup de nouvelles armées. Mais je peux dire qu'en ayant lu ces romans-là, j'ai recommencé mes Luminettes, j'ai recommencé mes Night Hunt, j'ai recommencé mes Arenga, j'ai recommencé tous mes nains. J'ai acheté des Fireslayer puis des Caradrons juste pour 2 scénarios. Il y a un vaisseau crash de Caradron, puis il faut que tu défendes les goods qui sont dedans parce que les trolls et les géants viennent les chercher. Ok, mais 2 questions là. Est-ce qu'il y a plus de chances que tu fasses ça que Broken Realms Moratti? Ben, comme Broken Realms Moratti, c'était un livre au complet. C'était pas 2 scénarios, 3 scénarios. Okay. Si tu me dis, Kevin, c'est quoi les chances qu'aujourd'hui on fasse... Kevin, j'aimerais ça qu'on fasse Broken Realms Moratti. Ce que je te dirais, c'est all good. On fait ça là. J'ai aucun problème avec l'idée qu'on le fasse. Le hic, c'est dans combien de temps est-ce qu'on peut faire un livre au complet? Parce que si c'est 8 scénarios, 6 scénarios, ça prend du temps pour pouvoir peindre ces forces-là. T'sais. Ah oui. Là où est-ce que Dawnbringer, il y aurait moyen de pouvoir se focusser plus sur quelque chose. Ok, fait que là maintenant, 2e question. Dawnbringer, Broken Realm Moratti, Istvan 3. Je pense que Istvan 3 est moins facilement atteignable. Fait que là, ça va contre ce qu'on disait au début, finalement. Ouais, pas à cause que dans Istvan 3, il y a plein de légions différentes dedans que je n'ai pas. OK. Fait qu'il faudrait que je bâtisse des nouvelles légions pour pouvoir les peindre, alors que les 2 autres projets que tu as nommés, je les ai, je viens les acheter, je les ai assemblés, je suis déjà là. Fait qu'il me reste juste à les peindre. Mais c'est parce que c'est des projets que je connais déjà puis que je les ai déjà commencés. Istvan 3, si tu me dis on se fait-tu un projet de groupe, donc ce n'est pas juste sur moi, là ça veut dire que je peux juste choisir une des forces qui est présente à Istvan 3. Ça, c'est ma responsabilité. Ben oui. Tu comprends? Si c'est juste, Kevin, qu'est-ce que tu ferais dans tout ça?
là, je choisirais S23. Parce que S23, j'ai juste besoin de me trouver 3-4 amis qui ont les légions qui manquent, puis c'est ça là qu'on fait. Chacun a notre part de responsabilité, c'est moins sur moi. Fait qu'elle serait là ma nuance. OK. Ça t'aide-tu? Est-ce que c'est clair? Non, mais en fait, non, c'était intéressant. Mais moi, pour relier ça au sujet, il y a plus de chances que je fasse 6-23, pas parce que j'ai l'armée ou tout ça, mais parce que on sait c'est quoi, on sait c'est quand, puis Oui. on sait que tout le monde a un intérêt. Broken Realm, Moratti, c'est en train de... Nous, on s'en rappelle parce qu'on en a parlé. Non, mais c'est fini. Ça disparaît, Ouais. puis c'est plus le même jeu. Non, c'est vrai. Puis même celui-là, le Dawnbreaker Crusade, là, quand la 4 va embarquer, puis là, les codex vont sortir, là, ce qu'ils ont écrit, c'était pas fait pour ça. C'est plus le même jeu. Mais je suis sûr que tu pourrais le faire pareil. Ah, oui. Mais juste, t'as raison. Je pense que ça va disparaître dans le background parce que ça avance, parce qu'il y a d'autres histoires qui vont être racontées. Là où parce que les 23 vont rester le même. Nos points de repère vont toujours rester là, puis on va toujours dire, ah, là, on peut faire ça, là, on peut faire ça, là, on peut faire ça. Si tu me disais, Kevin, dans 5 ans, est-ce que tu aurais envie de faire Broken Realm, Moratti ou Is-23? Ma réponse serait Is-23. Parce qu'il va y avoir 10 ans entre les deux. Broken Realm, Moratti, ça va être rendu ailleurs. Oui. Fait que oui, dans cette optique-là, je te rejoins. Mais là, aujourd'hui, tu me dirais, Kevin, demain, on fait quelque chose. N'importe quel des 3 plans, je te dirais oui. Mais ça, c'est bon. Ouais. Ben écoute, je pense que c'était un pas pire épisode avec beaucoup de contenu. Ben oui. J'espère que ça vous a allumé aussi quand vous avez écouté de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'on est tant inspiré par ça. Puis peut-être pour vous aussi, si vous êtes curieux de l'Horus Heresy ou que vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gens qui jouent à l'hérésie à la place de jouer à 40K, alors que 40K a tout le temps des nouvelles règles, il y a tout le temps des nouveaux codex, il y a tout le temps des nouveaux modèles. Peut-être que vous êtes comme pas trop sortis pourquoi est-ce qu'il y a comme une gang qui fait de l'Horus Heresy à la place de faire du 40K. C'est quoi la différence entre les deux? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent un que l'autre? Fait qu'on vous a un petit peu exposé là, où est-ce qu'on est rendu, nous, dans notre inspiration. Puis ça vient un peu de notre expérience en jasant avec les gens aussi. On a beaucoup de gens autour de nous qui font du 4K, on a beaucoup de gens autour de nous qui font du 30K, on a beaucoup de gens qui font du Age of Sigmar. Fait comme qu'on touche un peu à tout puis qu'on consomme un peu à tout, c'est intéressant de pouvoir voir, même nous, dans notre hobby, comment ça nous affecte puis ce que ça affecte sur les gens autour de nous. Fait que, je pense qu'on est rendu à la conclusion. N'hésitez pas, en écoutant les épisodes, je sais que je le dis à chaque fois, puis je fais souvent des blagues, là, mais allez sur Spotify, Balado Québec, les épisodes sortent à chaque semaine. Sur Spotify, vous pouvez nous coter sur 5 étoiles. Ça a l'air niaiseux, c'est un petit geste, mais quand vous nous cotez avec un gros nombre d'étoiles, vous en faites ce que vous voulez, mais ça augmente les chances que les gens nous voient, puis les gens vont nous traiter sérieusement, fait qu'ils vont avoir envie d'écouter les épisodes. On est rendu à, combien, j'ai dit 107 aujourd'hui? Ouais, je pense, ouais. Fait que c'est 107 épisodes qu'on fait. Même chose sur les partages qu'on fait sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est Soirée Peinture Le Balado. C'est la page officielle où est-ce qu'on sort les épisodes et les événements. Soirée Peinture La Communauté, c'est là où on a le groupe, où est-ce qu'on jase, où on partage des trucs. On a Soirée.peinture, qui est le Instagram. Et on a Soirée Peinture sur YouTube, où vous nous regardez peut-être même en ce moment. Et chacune de ces plateformes-là, si vous mettez des likes, vous sharez, vous commentez, je sais que c'est un classique des influenceurs, là, mais pour nous, ça fait une énorme différence. Ça fait en sorte que les gens ont plus de chances de nous voir, puis ça fait en sorte que nous, on voit que vous avez apprécié ce que nous, on fait. Fait que c'est toujours le fun de savoir que les gens trippent, partagent avec nous. On reçoit des jokes, on reçoit des suggestions, mais on veut toujours en avoir plus. Et je rappelle, le hashtag, c'est Bonne fête, David, qui nous... et je pense que c'est pas mal ça. Il nous reste juste une chose à dire. David? Magdette. Bonne soirée peinture!